Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Et avant de commencer, je voudrais quand même encore une fois, comme l'autre soir, c'était le 19 novembre, remercier les amis du monde diplomatique, la Ligue des droits de l'homme, l'Université populaire de Perpignan et Attaque 66 pour organiser comme ça, 2 mois de suite, une rencontre sur ce thème du grand marché transatlantique. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là le 19 novembre, la matière est supposée connue, comme on dit à l'école. Mais enfin bon, s'il y a des questionnements, eh bien le débat servira à clarifier ce qui pourrait ne pas l'être. Et je vais donc commencer par là où nous sommes arrêtés, le 19, quand j'évoquais eh bien l'objectif poursuivi par ceux qui s'appellent volontiers eux-mêmes les maîtres du monde. Et vous vous souvenez de cette phrase de David Rockefeller dans une interview au magazine Newsweek disant que quelque chose doit remplacer les gouvernements et le pouvoir privé me semble l'entité adéquate pour le faire. Je vous avais rappelé que l'objectif, et là je reviens brièvement dessus, c'était de contourner, et André Bordas vient de le rappeler lui-même, c'était de contourner cette impasse dans laquelle se trouvent les négociations à l'OMC, parce que principalement les pays du Sud, mais aussi ce qu'on appelle les BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, n'acceptent pas le diktat des Européens et des Américains et de ceux qui les suivent assez fidèlement. Je pense en particulier au Canada, même si le Canada, on le verra tout à l'heure, est une des victimes de ce genre d'accord de libre-échange. Donc, s'appuyant sur un projet qui était en gestation avec les Européens, une collaboration voulue dès 1990 entre les Européens et les Américains, bien, le gouvernement des USA, face à l'impasse à l'OMC, prend une initiative, c'est-à-dire le 12 novembre 2011, il lance une négociation avec une grosse dizaine de pays, aujourd'hui ils sont 16, du Pacifique, pour négocier un accord de libre-échange qui s'appelle Partenariat Transpacifique. Depuis qu'on s'est vu, les choses ont bougé, puisque la négociation est terminée. La négociation est terminée, mais tous les pays qui participent à cette négociation n'ont pas signé. Découvrant, je ne sais pas s'il y a une attaque en Australie, au Chili ou en Nouvelle-Zélande, ou des mouvements similaires, je sais qu'il y a des militants altermondialistes dans ces pays-là, qu'ils ont fait circuler l'information sur le contenu, et du coup, eh bien, les gouvernements de ces 3 pays-là ont des hésitations et n'ont pas signé l'accord. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas le faire, mais ça veut dire qu'ils ont des hésitations devant l'ampleur de ce que ça représente, une ampleur que vous allez découvrir tout au long de cette soirée. Autre initiative pour sortir de l'impasse de l'OMC, donc pour échapper à la résistance des pays du Sud, c'est la volonté de 48 pays, les 28 de l'Union européenne et une vingtaine d'autres, à l'initiative des États-Unis, d'entamer dans le plus grand secret des négociations sur un approfondissement, une poursuite, une extension de l'accord général sur le commerce des services dont je vous ai parlé il y a un mois. Et puis, troisième initiative, cette année-ci, c'est le 13 février, 2 personnages dont nous savons tous à quel point ils sont issus du suffrage universel, M. Van Rompuy, qui est le président du Conseil européen, et M. Barroso, qui est le président de la Commission européenne, ont signé avec le président des États-Unis d'Amérique un engagement d'entamer la procédure de négociation d'un grand marché
transatlantique. Donc ils se sont engagés pour les 28 gouvernements. À l'époque, en février, ils n'en avaient pas le mandat. Ils n'en avaient pas le mandat. Alors à ce stade-ci, avant d'aller plus loin, un petit rappel comment fonctionnent des négociations internationales que l'on confie à la Commission européenne. Eh bien, c'est l'application d'un principe qui existe depuis 1957. Depuis que l'intégration européenne a débuté, c'est la Commission qui propose, c'est le Conseil des ministres, donc aujourd'hui les 28 gouvernements qui décident, et c'est la Commission qui exécute. Alors tout ça est régi par un article, l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dont je vais vous donner un résumé, parce que c'est toujours écrit dans une langue pour que personne ne comprenne, et donc j'ai traduit. La Commission commence par présenter des recommandations, donc c'est la Commission propose, mais ces recommandations, c'est le futur projet de mandat de négociation. Autrement dit, c'est la Commission elle-même qui prépare son futur mandat. Ensuite, le Conseil des ministres, donc les 28 gouvernements, examinent le texte, peuvent le modifier, le compléter, l'amender, le rejeter et l'approuver s'ils décident de l'approuver. Ça devient alors le mandat officiel de négociation. Donc, pour parler clairement, c'est ce que les 28 gouvernements demandent à la Commission de négocier. Retenez bien ça. Tout ce que je vais vous raconter, nos gouvernements l'ont demandé à la Commission. Et puis alors, les négociations commencent, et le négociateur est unique, c'est le commissaire européen au commerce. Je vais faire les présentations. Il se prénomme Karel, donc vous aurez peut-être déduit qu'il est flamand. De Gucht, c'est son nom de famille. Et il a été ministre des Affaires étrangères de Belgique, il paraît que ça a été une catastrophe. Il a réussi à se mettre mal avec pratiquement tous les pays africains. Et il a quelques ennuis dans son propre pays parce qu'il est poursuivi pour fraude fiscale. Ah oui, il n'y a pas qu'en France qu'il y a des Cahuzac. Hein. Voilà, c'est donc le négociateur unique, mais il n'est pas tout seul. Et j'insiste. J'insiste beaucoup parce que j'espère, hein, je crois que je l'ai déjà dit l'autre fois, j'espère que vous n'allez pas sortir d'ici complètement démoralisé, mais je souhaite vraiment que vous sortiez d'ici complètement révolté. Donc si votre révolte, que je suis là pour inspirer, est forte, et il n'est peut-être pas, impossible que vous alliez questionner quelques parlementaires, ceux de votre choix. Par contre, il est fort possible qu'ils vous répondent « on ne sait rien ». S'agissant des parlementaires, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Si c'est un parlementaire plus important, comme un président de commission à l'Assemblée nationale, ou un ministre, alors là, il ment. Alors là, il ment. Parce qu'ils sont informés. Il y a, vous voyez, l'article porte le numéro 207, et donc on a créé un comité qui s'appelle 207, puisque c'est l'article qui le crée, où se retrouvent les 28 gouvernements. Pour nous, pour la France, ce sont des hauts fonctionnaires de Bercy. Et ils suivent les négociations au jour le jour. Ils savent exactement. Par exemple, ils savent, eh bien, sur tel point, les États-Unis exigent ça, et ils nous ont dit qu'ils ne céderont pas. Nous, on demande ça, ils ne veulent pas. Enfin, tous les éléments de négociation, ils en sont informés. Donc, il est exclu que l'on vous dise, on ne sait pas. Ça fait partie de la stratégie. Hein? Ce dont je vais vous parler ce soir est un document qui n'existe officiellement qu'en anglais,
et qui est, le voilà, ça c'est le document officiel anglais, Trade Sensitive, et alors je l'ai traduit, c'est un document dont la diffusion est limitée aux négociateurs. Donc, il est secret. Alors quand Madame Brick, vous savez qui c'est? Madame Brick est notre ministre du Commerce extérieur. Quand Madame Brick, dans une lettre à Attaque, écrit « Le droit à l'information est un droit imprescriptible », comme s'il y avait d'ailleurs en la matière prescription. Mais ma réponse, c'est qu'elle commence d'abord à rendre publique la traduction française. Mais il n'y a pas de traduction française officielle. Le document qui est ici est le résultat d'une 3e version afin d'avoir une bonne traduction en français. Et c'est avec ça qu'on travaille. C'est vous dire la difficulté. Heureusement d'ailleurs qu'il y a à la Commission européenne des fonctionnaires courageux qui ont quand même encore un certain sens de la démocratie, grâce auquel on a pu obtenir le document officiel en anglais. Parce que sinon, sinon ça se passerait comme la négociation sur les services dont je vous parlais il y a un instant, on ne saurait rien du tout. Et c'était d'ailleurs comme ça que ça se passait en 1997, hein, je vous en ai parlé l'autre fois, avec l'AMI, l'accord multilatéral sur l'investissement. Là, on a l'avantage qu'on a maintenant le texte du mandat de ce qu'ont demandé les 28 gouvernements. Mais je vous l'ai dit, et c'est la première ligne là, au départ, c'est la Commission qui prépare. Alors on s'est intéressé un petit peu, savoir comment elle avait fait pour préparer. Et là, on s'est rendu compte d'une chose, ben, ce n'était pas une grande surprise, et ce n'est pas un scoop, hein, ce que je vous annonce, ben, c'est que les firmes américaines, les multinationales européennes et leurs lobbies ont activement collaboré à la préparation des recommandations. Activement, et là on a des précisions, parce que maintenant, quand on pose certaines questions à la Commission européenne en matière de droit à l'information, elle est obligée de répondre. Elle prend parfois 6 mois pour répondre, mais finalement elle est obligée de répondre. Et on sait, mais elle a répondu. Elle a répondu qu'elle a tenu en 14 mois, donc entre janvier 2012 et avril de cette année-ci, 119 réunions avec les représentants du monde des affaires et de la finance. Soit en moyenne, une tous les 4 jours. Ce qui nous permet de déduire que 65% du mandat, 65% de ce document est directement inspiré par le monde des affaires et de la finance. Quel est le calendrier? Eh bien, voilà, d'abord, il n'était pas obligé, mais le Parlement européen a éprouvé le besoin de s'exprimer sur un texte qu'il n'avait pas. Ben oui. Et de dire un certain nombre de choses, mais dont la conclusion finale, c'était qu'il fallait y aller. Donc il a donné le feu vert à des négociations dont il ne connaissait pas le contenu. Plus important, le 14 juin. Alors là, c'est le jour où la Commission est venue avec son projet, qui n'est pas celui-ci, hein, que les 28 gouvernements réunis en Conseil des ministres, là ils étaient 27, parce qu'en fait je dis 28, puisque nous sommes 28 depuis le 1er juillet jusqu'au 30 juin, on était encore à 27. Et ils ont discuté du mandat, il y a eu des modifications, d'ailleurs je vais en parler à un moment, pas importantes, hein. On a inclus un petit article 21 sur la culture, même pas sur la culture, sur l'audiovisuel, j'y reviendrai. Et puis, eh bien, c'était devenu le mandat. Mais, est-ce que vous vous souvenez de ce que je racontais le mois passé? 1990, déclaration transatlantique, 1995, constitution d'un lobby à la demande du gouvernement américain et de la Commission européenne, le Transatlantic Business Dialogue, et puis création en 2007 d'un conseil économique transatlantique, sans que les parlements soient associés, pourtant c'est une institution, et puis le document des experts, hein, des fameux experts, vous savez, le modèle d'experts qu'on entend sur France Inter, France Info, enfin France Intox, ou sur France 2,
dont on ne nous dit jamais dans quel conseil d'administration ils siègent et dont on nous dit toujours dans quelle faculté ils enseignent. Hein, donc tout ça a été, si j'ai envie de dire, dans le pipeline. C'est pas nouveau. Et pourtant, rappelez-vous, il y a un an, on a eu des élections. Est-ce que vous avez entendu le candidat Hollande ou le candidat Sarkozy dire « si je suis élu président de la République, je donnerai l'accord de la France pour entamer des négociations en vue d'un grand marché transatlantique ». Ni l'un ni l'autre ne l'a dit. Aux législatives, ils n'ont pas dit non plus. Et quand M. Ayrault, Premier ministre, est monté à la tribune de l'Assemblée nationale pour présenter le programme de son gouvernement, il ne nous a pas dit, parce que c'est quand même quelque chose d'important, je vais engager la France dans cette négociation. Rien du tout. Pas un mot. Et c'est pareil dans les autres pays. Faut-il que ce soit grave pour qu'ils nous cachent des choses pareilles? Et je n'hésite pas à affirmer que les gouvernements, dans une matière, et vous allez le voir, qui n'est faite que de choix de société, que de choix de société, les gouvernements agissent sans mandat, ni des élus, ni du peuple. Suite du calendrier, le 8 juillet. Alors le 8 juillet, peut-être certains d'entre vous étaient partis à la mer ou à la montagne et n'ont pas suivi toute l'actualité de ces jours-là, mais ces jours-là, on apprenait que la NSA, la National Security Agency, un des 3 grands services de renseignement américains, espionnait nos ambassades à Washington et les bureaux de la Commission européenne à Bruxelles. Nos dirigeants ont manifesté quelques émotions, prudemment. Ils ont dit ça ne se fait pas. Et ils sont quand même allés à Washington puisque les négociations devaient commencer à Washington. Et ils ont donc exprimé leur désapprobation profonde. M. Obama leur a dit, rassurez-vous, on va créer un groupe de travail. On va créer un groupe de travail. Très bien, commençons les négociations. Et donc les négociations ont commencé, et il n'y a toujours pas de groupe de travail. Voilà. Bon, maintenant, on va commencer l'examen du texte. Et le texte, comme vous savez, tous les traités commencent par un préambule. C'est là-dedans qu'on met les grandes idées générales du texte. Et donc, on a des recommandations pour qu'est-ce qu'il faut mettre dans le préambule. Et puis, le préambule, voilà, c'est l'article 6, dit que le partenariat avec les USA va être basé sur des valeurs communes. Ah, ben moi j'ai un problème. Non pas que j'aime pas les Américains, non pas que je trouve que tout est mauvais aux États-Unis, c'est pas le problème. Vous savez comment ce pays s'est construit, qui on a chassé pour pouvoir s'y mettre, et puis ils ont fait des choix, c'est les leurs. Je respecte ça totalement. Mais aller dire que nous avons des valeurs communes, quand il s'agit d'un traité qui va engager des choix de société, là, je crois qu'on peut, sans faire de l'anti-américanisme, parce que quand on fait de l'anti-américanisme, qui par définition est primaire, comme on disait autrefois l'anticommunisme primaire, mais quand c'est primaire, c'est débile. Non, c'est en regardant objectivement si sur des choses importantes, on a vraiment des valeurs communes. Alors, mais j'ai essayé de voir en quoi nous différons. Premièrement sur le rôle de l'État. Excusez-moi, ce n'est pas un argument d'autorité, mais enfin j'en parle quand même un tout petit peu en connaissance de cause. J'ai enseigné à l'université de Berkeley en Californie, dans la faculté de droit public. Ils n'ont pas du tout la même notion de l'État que nous. Nous considérons, et ça nous vient des Romains, que l'État est le gardien de l'intérêt général, du bien commun. D'ailleurs, quand on a le sentiment que nos dirigeants s'en moquent, on se fâche. Aux États-Unis, pas du tout. Aux États-Unis, quand ce que un groupe humain considère comme l'intérêt général et qui est lésé, ils se regroupent, ils s'organisent une association. C'est d'ailleurs pour ça qu'aux États-Unis, ils sont bien plus spontanément dans le mouvement associatif que chez nous. Nous, on a l'habitude, mais c'est une blague,
de dire que quand deux Français se rencontrent, ils créent, ou trois, ils créent une association, mais c'est plus souvent une blague. Tandis que chez eux, c'est un automatisme. Pourquoi? Parce qu'il faut se regrouper pour se défendre, trouver du fric pour payer des avocats, et commencer à attaquer l'État ou un des États américains ou la firme qui pollue à 50 km de là. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas du tout la même conception de l'État. D'où la faiblesse extraordinaire de ce que nous appelons, nous, les services publics. D'où la quasi-absence de sécurité sociale. Vous avez appris qu'il n'y a pas tellement longtemps, le président Obama a réussi à obtenir un petit quelque chose. Il a dû faire un cadeau de 30 milliards de dollars aux assurances privées qui sont associées à son système de sécurité sociale. Et si je ne m'abuse, nous sommes en 2013. Il y a 50 ans, quelques mois avant d'être assassiné, le président Kennedy disait déjà « il faudrait qu'on ait un système de sécurité sociale ». C'est vous dire combien la société américaine, qui est fondée sur l'individu et pas sur le rôle de l'État, est différente de nous. Et si j'en parle et si j'insiste, c'est parce que ça concerne directement ce qui va être négocié. Alors je vais décliner encore quelques différences. Bon, il y a, vous le savez, si vous avez été aux États-Unis ou si vous avez été dans un pays où la monnaie pour les étrangers c'est le dollar, ben surtout les dollars, c'est in God we trust. Hein, et puis si vous allez dans les tribunaux, au-dessus du président du tribunal, c'est in God we trust. Donc bon, ben, ils ont un rapport très différent à la religion. On doit prêter serment sur la Bible. Et d'ailleurs, petite anecdote, moi j'ai été entendu en 1990 par la Commission des Affaires étrangères du Sénat, à la demande de quelqu'un que vous connaissez maintenant, qui s'appelle John Kerry. Et comme il n'était pas question que je prête serment sur la Bible, on a suspendu la séance pour me demander de prêter serment comme on le fait chez nous. Parce que ce n'était pas conforme à la Constitution des États-Unis d'Amérique. C'était une anecdote, mais c'est vous dire l'importance de la chose. Alors, sur le système juridique, là, j'ai hurlé. Évidemment, on a chacun ses passions et ses centres d'intérêt. Pour moi, le droit, c'est important. Mais dans la résolution du Parlement européen, il est mis que nous n'avons pas les mêmes valeurs juridiques, le même système. C'est faux. Sauf pour les Britanniques et les Irlandais. Vous savez, il y a deux systèmes dans le monde. Alors, je ne vais pas faire un cours sur les deux grands systèmes juridiques du monde. Mais il y a le nôtre, qui est hérité du droit romain, et qui s'étend de Brest à Tokyo. C'est pour ça que dans certains pays, on ne dit pas comme en France le droit romano-germanique, on dit le droit continental. Parce que ça couvre tout l'espace de Brest à Tokyo. Alors, les Japonais ne se sont pas inspirés du droit américain, les Japonais ont fait un copier-coller du droit allemand. Donc c'est pas la même chose. Et encore une fois, quand on parle de sujets de société, ben, cette différence-là, elle est considérable. Maintenant, on va entrer dans des détails. Le droit du travail. Mais vous savez, vous vous souvenez sans doute qu'on a appris ça à l'école. Après la Première Guerre mondiale, on a créé à Genève une institution qui s'appelle l'Organisation internationale du travail. Elle a son bureau à Genève et elle est très originale parce qu'elle adopte des textes sociaux après concertation entre trois partenaires. Les États, les patrons et les syndicats. Et on a aujourd'hui, si je ne m'abuse, 188 conventions sociales de l'OIT. Nous les avons toutes ratifiées. Ça ne veut pas dire qu'on les applique complètement et bien, hein, ça c'est encore autre chose. Mais nous les avons ratifiées. Nous en avons accepté le principe. Et sur certaines, c'est appliqué très rigoureusement. Les États-Unis n'en ont ratifié aucune. Aucune. Alors, sur les droits des consommateurs, ben, je vous le disais il y a un instant, nous avons des lois qui sont sans doute encore très imparfaites, parce que les droits des consommateurs, ça fait partie des nouveaux droits, et qu'il y a encore beaucoup à améliorer, mais nous avons des lois, nous avons des règlements. Chez eux, quand il y a des problèmes de ce genre, on se constitue en association et on va devant les tribunaux. Sur la protection de l'environnement,
Ben, vous savez, nous avons ratifié le protocole de Kyoto, la convention de Rio sur le respect de la biodiversité. Eux pas. Eux pas. Sur la culture, alors ça c'est tout frais, hein, ça a moins de 10 ans. On a négocié, ça a duré des années, une convention sur le respect de la diversité culturelle, dont l'UNESCO est la gardienne. Nous avons ratifié cette convention. Les États-Unis ne l'ont pas ratifiée. Sur les rapports entre entreprises privées et partis politiques. C'est important parce que vous allez voir dans le texte qu'il est prévu des collaborations entre, on appelle ça des régulateurs, c'est-à-dire nos élus, et les élus américains. Eh bien, il y a peu de temps, la Cour suprême des États-Unis, et vous savez que la Cour suprême aux États-Unis, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est au-dessus du président, c'est ce qu'il y a de plus important. La Cour suprême des États-Unis a cassé une loi, donc a annulé une loi qui limitait le pouvoir des firmes privées de financer les partis politiques et les candidats aux élections. Donc, on ne peut pas, aux États-Unis, limiter le financement des partis politiques et des candidats par des firmes privées. C'est autant que vous voulez. Vous savez que chez nous, souvent à la suite d'un certain nombre de scandales, on a finalement parfait faire adopter des lois, limiter le montant. Quand on va avoir les municipales et puis les européennes, les dons qui peuvent être faits sont limités et c'est très contrôlé. Rappelez-vous les mésaventures de quelques candidats aux européennes l'an passé qui n'ont pas vu toutes leurs dépenses validées. Chez nous, c'est encadré. Aux États-Unis, pas du tout. Et je veux dire, chez nous, quand je dis chez nous, je parle de la France, là, maintenant, mais c'est parfois encore beaucoup plus encadré dans d'autres pays de l'Union européenne. Aux États-Unis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les firmes privées peuvent choisir leurs candidats, financer avec les moyens colossaux qui sont débloqués pour ça, leur élection, et avoir leur représentant direct à la Chambre des représentants ou au Sénat. Ce qui fait quand même aussi une grosse différence. Puis je ne vais pas m'étendre sur, vous savez, le débat sur la peine de mort et la vente des armes, mais ce sont quand même aussi des sujets de société. Et puis, pour terminer, sur le rapport à certaines institutions internationales. Il faut savoir que les États-Unis ne supportent pas, n'acceptent pas, et ils sont d'une radicalité absolue là-dessus. Ils n'acceptent pas qu'un citoyen américain soit jugé par un autre tribunal qu'un tribunal américain. Parce que d'abord, ils estiment que leur système judiciaire est le meilleur au monde, et puis parce que c'est pas possible qu'un Américain soit jugé par un Français, par un Britannique, par un Allemand. Et donc, ils n'ont pas ratifié, je ne sais pas si vous voyez... c'est ici en bas, CIDE. CIDE, ça veut dire Convention internationale sur les droits de l'enfant, parce qu'un pédophile américain ne peut être jugé que par un tribunal américain. Et ils n'ont pas ratifié non plus le statut de la Cour pénale internationale, parce qu'à supposer qu'il y aurait un génocidaire américain, il ne pourrait pas être jugé par un autre tribunal qu'un tribunal américain. Vous voyez donc que sur un certain nombre de sujets importants, qui relève de l'organisation de la société, c'est un peu abusif de dire que nous avons des valeurs communes. Et pourtant, c'est la base de cela. Et c'est très important, excusez-moi, c'est la 3e fois que je le dis, mais c'est très important pour ceux qui se préparent. C'est là, madame. Mais il ne faut pas chercher vainement, quoi. Alors, maintenant, on entre dans le vif du texte, les ambitions. Article 2, l'accord sera ambitieux, global, équilibré et pleinement compatible avec les règles et obligations de l'Organisation mondiale du commerce. Ceux qui étaient là le 19 novembre se souviennent de ce que ça veut dire. Vous vous rappelez le traitement national? Vous vous rappelez le traitement de la nation la plus favorisée? Vous vous rappelez la GCS?
les droits de propriété intellectuelle, tout ça est là. Et pas seulement tout ça. Pas seulement tout ce que je vous ai expliqué le 19 novembre. Parce que l'article 3 répète à peu près la même chose, qu'on va libéraliser le commerce des biens et des services, ainsi que les règles. Sur les questions en rapport avec le commerce, vous en connaissez beaucoup qui ne sont pas en rapport avec le commerce. Mais c'est surtout ce qui est en rouge, qui est important, avec un haut niveau d'ambition d'aller au-delà des engagements actuels de l'OMC. Rappelez-vous ce que je disais, les accords de l'OMC sont des accords qui sont déjà tellement ambitieux qu'ils se mettent en œuvre par des séries de négociations successives. Donc ils ne sont pas intégralement appliqués à ce jour. Non seulement l'article 2 dit qu'on va passer à l'acte, mais l'article 3 nous dit qu'on va même aller au-delà. Ce qui peut vouloir dire que, à l'horizon de l'article 3, il n'y a plus d'activité publique, il n'y a plus de règles, de législation qui encadrent les activités privées. Alors, troisième élément, et ça c'est la formulation simple, vous allez voir, elle va revenir plusieurs fois, elle va être de plus en plus précise, mais dès le départ, je vous dis ce que ça veut dire, c'est que les accords, cet accord s'appliquera au niveau, pour parler français, de l'État, de la région, du département et de la municipalité, à tous les niveaux de gouvernement. Ça sera d'ailleurs précisé plusieurs fois et je vous le montrerai. Article suivant, alors là c'est un peu répéter tout avec les grandes promesses. On va donc accroître le commerce et l'investissement, réaliser un potentiel qui, paraît-il, n'est pas exploité d'un grand marché transatlantique, qui créera de nouvelles opportunités pour la croissance et pour l'emploi, puisque l'objectif c'est que l'accès au marché, et vous vous rappelez ce que ça veut dire, bien, soit de plus en plus facilité. Donc, rappelez-vous, en abaissant les barrières tarifaires et les barrières non tarifaires, et en rendant les réglementations compatibles. Plus tard, on nous dira qu'on va les harmoniser. Mais si je me souviens bien, je vous ai expliqué que l'objectif d'un accord de libre-échange, c'est d'abaisser vers le bas à la fois les barrières tarifaires, les droits de douane, mais aussi et surtout les barrières non tarifaires, c'est-à-dire constitution, loi, règlement, décret, enfin tout ce qui fait société que nous avons choisi depuis des années et des années. Voilà l'objectif, c'est bien précisé, en 4 articles tout est dit. Maintenant, nous allons commencer chapitre par chapitre. Premier chapitre, l'accès au marché. Ça, c'est le commerce des marchandises, donc ça concerne les barrières tarifaires, les droits de douane. Et donc le texte nous dit que ça va être, l'objectif, ça va être d'éliminer toutes les obligations avec un objectif commun de parvenir à une élimination substantielle des droits de douane dès l'entrée en vigueur et puis une suppression progressive de tout ce qui restera. Peut-être vous souvenez-vous que au mois de juin, aux alentours du 14 juin, quand les journaux ont un tout petit peu parlé de ça, que le Conseil des ministres venait d'adopter donc le mandat, ils nous ont dit à peu près, enfin tous ceux qui nous disent comment il faut penser, quoi, hein, Le Monde, Libé, Figaro, Les Échos, et puis les chaînes de radio et de télévision, ils nous ont dit abaisser les droits de douane, c'est pas grave, c'est pas important, ils sont déjà tous abaissés. C'est vrai, et c'est faux. C'est vrai pour à peu près toutes les marchandises. Les droits de douane entre les États-Unis et l'Union européenne sont ou quasi faibles, enfin du 0 et quelque chose, ou nuls. Sauf dans 2 secteurs. L'agriculture et le textile. 2 secteurs qui sont importants. Il y a encore, malgré la concurrence du Bangladesh, de l'Inde et de pays comme ça,
une importante activité textile en Europe. Et puis il y a surtout cette activité qui nous nourrit, dont on oublie souvent à quel point le monde agricole, qui est devenu si faible politiquement dans nos sociétés, est si important pour nos vies. Eh bien, moi je ne suis pas un spécialiste de l'économie agricole, mais j'en ai consulté un, et je vais, parce que je me répète là un peu, je vais lui donner la parole. Voilà. Jacques Berthelot, qui est un agroéconomiste que les militants altermondialistes connaissent bien, parce que, qui est professeur aussi, hein, il est professeur à Toulouse. C'est un homme qui écrit d'abondance. Il n'écrit jamais 3 pages quand on peut en écrire 30 ou 300. Et donc il nous a décortiqué article agricole par article agricole, par exemple tous les dérivés du lait, quels étaient les droits de douane que nous appliquons à l'entrée en Europe, quels sont les droits de douane américains, et il a calculé les conséquences d'un abaissement moyen, d'un abaissement général ou d'un abaissement total. Et il dit, voilà ce que ça produira. Ça va accélérer le processus de concentration des exploitations, puisqu'il faudra rester compétitif. Cela va réduire drastiquement le nombre de personnes qui travaillent dans l'agriculture, donc augmenter le chômage, provoquer de la désertification des campagnes, de la dégradation de l'environnement et de la biodiversité, et le rêve de circuit court entre les consommateurs et les producteurs, eh bien, ça ne sera plus qu'un rêve. Et il conclut d'ailleurs une étude de 55 pages qu'il a faite là-dessus, en disant que ce grand marché transatlantique va provoquer un séisme économique, social, environnemental et politique sans précédent. Premier chapitre. Deuxième chapitre, le commerce des services. La GCS. Le voilà. Le but des négociations sur le commerce des services sera donc de lier le niveau existant au degré de libéralisation, au plus haut niveau de libéralisation qui est déjà atteint dans les accords de libre-échange qu'on a avec les États-Unis, s'appliquant substantiellement à tous les secteurs et à tous les modes de service. Vous vous rappelez la définition de la GCS? Tous les services de tous les secteurs, il y a une liste de 12 secteurs, hein, éducation, santé, finance, transport, et le 12e, pour ne pas oublier, vous vous rappelez, divers. Et il y a 4 modes de fourniture de services. Donc ça s'appliquera à tout ça. C'est donc bien appliquer la GCS complètement. Et si on se pose des questions pour savoir, mais ça va être quoi, on a une petite idée. Je vous ai peut-être dit la fois passée qu'à l'OMC, il faut l'unanimité pour décider. Donc, pour le moment, dans le programme de Doha, c'est complètement bloqué. Et qu'il n'y a d'accord sur rien, tant qu'il n'y a pas d'accord sur tout. Comme il n'y a pas d'accord sur tout le programme de Doha, il n'y a pas d'accord. Mais il y a eu des accords partiels, dont un à Hong Kong, en 2005, sur la GCS. Et on peut penser donc que, à tout le moins, c'est vers ça que la négociation va aller. Et si ça vous intéresse, eh bien, j'ai mis le lien de l'analyse que j'ai faite à Retour de Hong Kong en 2005. C'est sur mon blog. Conséquences pour les services. On va donc aller beaucoup plus loin dans la suppression de tout ce qui entrave la libre concurrence des activités de services. Et on va aller donc beaucoup plus loin vers la marchandisation d'activités qui sont jusqu'ici protégées, complètement ou pas complètement. Vous savez qu'on a déjà beaucoup changé les régimes en la matière, sur la santé, sur l'eau, sur l'éducation, sur l'énergie, sur la recherche, sur les transports, sur la sécurité sociale, sur les services financiers et d'assurance. On va vers une privatisation totale de nos sociétés. Avec des exemples que je vous ai déjà donnés il y a un mois. Ça, c'est l'application du traitement national, puisqu'il est prévu.
Entre écoles privées et écoles publiques, ce sera le même traitement. Entre hôpitaux publics et entre cliniques privées, ce sera le même traitement. Et entre systèmes de sécurité sociale et assurance privée, ce sera le même traitement. Et si les pouvoirs publics ne peuvent pas accorder le même traitement, ils seront obligés de privatiser. C'était le deuxième chapitre. Le troisième chapitre, c'est l'investissement. Et c'est ici que revient l'AMI de 1997. Que dit le texte? Il y a deux articles. Il y en a un qui est général, c'est celui-ci. Donc on va davantage libéraliser l'investissement, donc rendre plus facile pour l'investisseur la possibilité d'investir, donc qu'il soit moins bloqué par des règles, par des lois, des normes sociales, des normes environnementales, et en plus on va davantage le protéger pour qu'on ne puisse pas mettre en péril son investissement. Alors ça c'est ce qui est dit là. Hein? Et puis un article 23 qui est extrêmement long, mais qui est un des plus graves, des plus importants articles du mandat. D'abord on nous dit, ben voilà, la négociation devrait inclure, en particulier mais pas exclusivement, ce qui veut dire que si on a oublié quelque chose dans la liste qui va suivre, on aura quand même le droit d'en parler. C'est du même ordre que le divers dans la liste des services. Les normes de traitement et les règles suivantes. Les voilà. Traitement juste et équitable, y compris l'interdiction de mesures déraisonnables. Vous vous souvenez, le vocabulaire dont je vous parlais de la GCS, des obstacles non nécessaires à la concurrence. Ici, on nous parle de mesures déraisonnables. Le traitement national, le traitement de la nation la plus favorisée, la protection contre l'expropriation directe et indirecte, ce qui veut dire plus de réquisition, plus de nationalisation, et même pire, plus de politique industrielle. Or, je sais bien que c'est plus à la mode de parler de politique industrielle, mais si on doit faire, et on devra faire, la transition écologique et la transition écologique et énergétique sous peine d'aller vers les pires des catastrophes, il faudra une politique industrielle. Parce que ce n'est pas le secteur privé qui va nous protéger contre les menaces que lui-même produit sur la planète. Et donc, le fait qu'il ne puisse plus y avoir de politique industrielle, c'est condamner à ne rien faire. Bon, ça c'est les chars et les barbelés dans les pays où ils se sentent menacés. Puis ça c'est un point divers, hein, c'est la même chose. D'autres dispositions de protection efficaces comme une clause générale où on mettra tout ce qu'on n'a pas mis ailleurs. Et puis un dernier point, le libre, je lis pour ceux qui sont au fond, le libre transfert des fonds de capital et les paiements par les investisseurs. Ça veut dire quoi? Mais je vous donne un exemple. Je crois que je l'ai déjà donné, mais enfin bon, je répète. Le Brésil avait une loi imposant à tout investisseur étranger de réinvestir 10% du bénéfice net de l'exercice antérieur. 10% obligatoirement réinvesti. Pour éviter d'avoir des investisseurs spéculateurs qui viennent, qui piquent ce qu'ils peuvent prendre et puis qui s'en vont. Pour créer aussi des investissements durables, de la stabilité. Eh bien, il se trouve une firme américaine qui est allée devant le tribunal de l'OMC, l'organe de règlement des différends, et puis, comme d'hab, elle a gagné. Elle a gagné, ça veut dire que, ou bien le Brésil payait des compensations, et ça ne se chiffre pas en unités, hein, ça se chiffre en dizaines de millions de dollars, ou bien le Brésil abrogeait sa loi. Il a abrogé sa loi. Et si cet accord passe, ben cette disposition-là interdira tous les pays de l'Union européenne. Je ne sais pas s'il y a des pays de l'Union européenne qui ont cette loi, ce serait à mon avis une bonne idée, mais de toute façon, ne pourront plus. Conséquence, eh bien c'est ce que je viens de vous dire, les politiques industrielles ne seront plus possibles. Or, un État qui fait face, et beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'exceptions, presque tous les États ont des régions plus riches les unes que les autres. On peut donc dire, allez, imaginons qu'un constructeur automobile
américain veuille installer une usine de montage en France et que le gouvernement dise mais plutôt en Lozère qu'ailleurs parce que le Lozère c'est devenu un désert. Mais il y en a beaucoup de déserts maintenant. Hein. Enfin bon, c'est un exemple. Eh bien ça c'est une exigence qui ne pourra plus être produite à l'égard d'un investisseur. Une exigence comme celle-là, ce sera un obstacle non nécessaire à la libéralisation des investissements. Donc voilà, c'est ce que j'ai écrit là, c'est l'analyse, soustraire au maximum les investisseurs aux exigences nationales et locales, des exigences qui peuvent être par exemple en matière de temps de travail, de salaire différé, donc les cotisations patronales, de conditions de travail, de sécurité et d'hygiène, de respect de l'environnement, d'utilisation des bénéfices nets. Voilà, ça c'est sur l'investissement, mais c'est pas fini. Ça va? Parce que, comme diraient les gamins, la diapo suivante, c'est une des choses les pires du texte. L'accord devrait viser à inclure un mécanisme de règlement des différends investisseurs-État. Un mécanisme de règlement des différends. Alors c'est plus facile de faire une conférence là-dessus en France qu'en Allemagne, en Italie, en Belgique ou ailleurs, parce que ça ne s'appelle pas comme ça, mais vous savez ce que c'est. C'est le groupe d'arbitrage pour tapis. C'est ça, un mécanisme de règlement des différends dans leur langue. C'est-à-dire des personnes privées choisies par les partis auxquelles on donne des pouvoirs de justice. Dans l'affaire Tapie, il s'agit de lui offrir des compensations, donc de condamner l'État. Dans ceci, ça va porter sur les barrières non tarifaires, sur les normes, sur ce qui sera considéré comme des obstacles non nécessaires à la concurrence ou plus rigoureux qu'il est nécessaire. Des structures privées, c'est-à-dire pas des magistrats. Enfin, j'y reviendrai. Et puis, on ajoute, et là c'est la deuxième mention, quand je vous disais tous les niveaux de gouvernement tout à l'heure, alors pour ceux du fond, je lis, toutes les autorités infranationales et des entités comme les États ou les municipalités doivent effectivement se conformer aux dispositions du chapitre du présent accord de protection des investissements. C'est-à-dire qu'une firme privée pourra attaquer un conseil municipal, un conseil général, un conseil régional et la République. Une firme privée. C'est pour ça qu'en 1998, même à l'intérieur de la majorité politique de l'époque, on appelait ça la gauche plurielle, les parlementaires ont dit « ça, on ne pourra jamais défendre devant les gens ». Et c'est pour ça que Jospin a retiré la France des négociations. Ce que vous avez sous les yeux était intégralement dans l'AMI. On peut se poser d'ailleurs la question de savoir pourquoi celui qui était premier secrétaire du Parti socialiste à l'époque et qui, comme vous le savez, est aujourd'hui président de la République, a accepté aujourd'hui ce que son parti et lui et son Premier ministre refusaient en 1998. Enfin, les conséquences de tout ça, c'est qu'on va donner le pouvoir aux firmes privées de poursuivre les États et les collectivités locales dans un mécanisme privé, contraignant, qui n'appartient pas au système judiciaire. Exemple concret. C'est quoi? Il y a 3 semaines? Il y a 1 mois? Je ne sais plus. Mais enfin, il n'y a pas longtemps. Un avocat qui travaillait pour une firme pétrolière américaine a utilisé une technique nouvelle qu'on appelle la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité. Donc ça vise à poser une question avant tout débat au Conseil constitutionnel. La question c'était, est-ce que la loi qui interdit la prospection du gaz de schiste
est conforme à la Constitution de la République. Et le Conseil constitutionnel, après avoir examiné tous les textes qu'il devait faire, enfin il a fait son boulot, il a dit oui, elle est conforme. Si ça passe, on ne questionnera plus le Conseil constitutionnel. Dès qu'une firme privée qui veut investir en vertu de cet article 23 voudra contester une législation ou une réglementation ou un décret, on mettra en place un groupe d'arbitrage. C'est-à-dire que cet article-là, si on y réfléchit, modifie le fonctionnement de notre système judiciaire. Et vous trouvez normal qu'on n'ait même pas demandé à nos parlementaires d'y aller ou pas y aller pour quelque chose d'aussi fondamental que ça? Alors, j'ai mis en vert quelques exemples de ce qui pourrait arriver. Ben, Chevron pourrait faire annuler l'interdiction de l'exploitation de gaz de schiste. Philip Morris, grand fabricant de cigarettes, pourrait faire disparaître les avertissements sanitaires. Le tabac nuit gravement à la santé. Le libéralisme aussi, mais enfin ça ils ne le feront pas. La NRA, alors la NRA, vous savez ce que c'est? La National Rifle Association, qui pourra demander la suppression des limites à la vente au libre commerce des armes. J'ai beaucoup hésité avant d'écrire cette phrase, parce que je dois vous le dire, les industries d'armement échappent à l'accord. Elles ne sont pas dans l'accord. Chacun veut garder ce domaine un peu particulier de la fabrication des armes, puisque l'on sait qu'il y a entre les marchands de canons et les pouvoirs publics quand même des liens particuliers eux aussi. Mais pas le libre commerce des armes. Leur fabrication, oui, mais le libre commerce, c'est le libre commerce. Et ça, ben, la troisième phrase de ce qui est en vert là, c'est pas du tout impossible. Voilà, ça c'était pour l'investissement, et vous conviendrez que c'est un gros morceau, mais c'est pas fini. Les marchés publics. Alors, on va avoir des municipales, et je présume qu'il y a dans la salle des gens que la vie municipale intéresse beaucoup. Bah, on sait ce que c'est des marchés publics. On en passe au niveau des communes, au niveau du département, de la région, on en passe évidemment au niveau des ministères nationaux. Et donc on va libéraliser les marchés publics. C'est-à-dire que libéraliser les marchés publics, c'est rendre accessible aux marchés publics tous ceux qui sont en capacité de le faire. Sans limite. Donc, et là, vous avez de nouveau, ceci est l'article, ce n'est pas mon commentaire, vous avez noté, il y a des guillemets et c'est en italique, à tous les niveaux administratifs. Troisième fois qu'on nous le dit, national, régional et local. Et dans le secteur des services publics, couvrant toutes les opérations. Pourquoi? Ben parce qu'il faut qu'il n'y ait plus de limites. De limites d'accès dans des entreprises non françaises, non européennes et donc américaines, mais pas seulement des limites d'accès à telle ou telle entreprise en fonction de sa nationalité, des limites d'accès en fonction de ce qu'on met dans l'appel d'offres. En fonction de ce qu'on met dans l'appel d'offres. Parce que vous lisez, et vous allez retrouver deux mots dont je vous avais donné l'explication la fois passée, l'accord doit également inclure des règles et des disciplines. Alors vous vous souvenez ce que c'étaient les règles? C'était les dispositions qui énumèrent les règles qu'il faut faire disparaître. Et les disciplines, c'était des listes de règles qui constituent des obstacles non nécessaires à la concurrence. Eh bien, on va avoir des disciplines, et donc, pour effacer, par exemple, des exigences de localisation, ou des exigences... je vais vous donner un exemple concret. Imaginons que Perpignan lance un appel d'offres pour ses cantines scolaires. Il pourrait très bien y avoir dans l'appel d'offres une exigence que les cantines scolaires, enfin la firme privée qui va alimenter ou faire fonctionner les cantines scolaires, eh bien qu'elle s'approvisionne
chez des producteurs locaux. Des producteurs, si pas de Perpignan, au moins des Pyrénées-Orientales. Ça, Tintin, hein, c'est fini. C'est un obstacle non nécessaire à la concurrence. C'est plus excessif qu'il est nécessaire. Voilà un exemple, il y en a beaucoup, hein, parce que vous savez que dans un appel d'offres, il y a beaucoup de choses qui se trouvent, des spécifications techniques et des règles de procédure. Et bien tout ça, on va faire des listes de ce qui est inacceptable. Et en plus, vous vous souvenez, la définition de la transparence dans les accords de l'OMC, c'est non seulement faire connaître ce qui existe, mais informer une autorité, en l'occurrence c'est l'OMC, nous allons voir ici quelle est cette autorité, c'est le dernier article que je vous montrerai, informer l'autorité supérieure des intentions qu'on peut avoir si on change la réglementation ou la législation sur les marchés publics. Tout ceci pose un certain nombre de questions. C'est des questions que si on avait les bonnes réponses, ça ne me satisferait pas et ça ne viendrait pas vous dire il faut soutenir le grand marché transatlantique. Non, les questions que je pose sont des questions qu'on est en droit de se poser quand on connaît le côté tout à fait partisan du négociateur unique de la Commission européenne qui est prête à nous vendre et à vendre l'âme de tous les Européens aux firmes privées américaines. Et où on pourrait en plus être les dindons de la farce. Parce qu'en matière de marché public, vous devez savoir qu'aux États-Unis, il y a une loi qui réserve 25% des marchés publics aux petites et moyennes entreprises américaines. Donc si, à la suite de cet accord, les États-Unis ne suppriment pas cette loi, on est les dindons de la farce. Il y a une autre loi, ça s'appelle en anglais le Buy American Act, la loi sur acheter américain. Et je pense que Montebourg aurait bien voulu avoir la même. Ce qui n'est pas con d'ailleurs. Hein. Qu'est-ce que ça... C'est tous les ministères, toutes les administrations, tout ce qui fonctionne avec de l'argent public aux États-Unis doit acheter américain. Donc des bagnoles, des ordinateurs, du mobilier, enfin tout ce dont on a besoin pour faire fonctionner une administration, si on est financé par l'État, eh bien on doit acheter américain. Et pas seulement les ministères, pas seulement les administrations, aussi une ONG, je cite souvent cet exemple, je ne sais pas si ça existe, mais s'il y a MSF aux États-Unis, en droit américain, eh bien MSF aux États-Unis doit acheter du matériel médical américain. Parce que MSF aux États-Unis, j'oublie de le dire, si MSF aux États-Unis reçoit des subventions publiques. Donc les ONG, et ça il y en a aux États-Unis, qui comme les nôtres, qui travaillent dans le secteur du développement, eh bien quand elles doivent acheter du matériel pour leurs activités d'aide au développement, ce matériel doit être américain. Est-ce que cette loi va changer? Parce que c'est un obstacle pour les vendeurs de matériel européens. Question, je n'ai pas la réponse. Par contre, à la dernière des questions qui se trouvent devant vous, et je lis pour ceux qui sont au fond, la Constitution des USA ne va-t-elle pas permettre aux 50 États des États-Unis de se soustraire aux obligations du traité, alors que les 28 États membres de l'Union européenne, eux, y seront soumis? Parce que il faut savoir que pour nous, en vertu du droit européen existant, si c'est ratifié, et je y reviendrai tout à l'heure, ça s'applique automatiquement dans les 28 États, et jusqu'à leur commune. Mais aux États-Unis, c'est un État fédéral. Et alors vous vous souvenez, on a appris ça à l'école, qu'au milieu du 19e siècle, il y a eu une grande guerre aux États-Unis, on appelle ça la guerre de sécession. Alors nous, c'est souvent lié à la question de l'esclavage. Mais plus fondamentalement que ça, et déjà à l'époque, c'était la relation entre les États fédérés et l'État fédéral. Si vous voulez, entre Dallas et Washington, ou entre San Francisco et Washington. Et ça, c'est constant, permanent, dans la vie politique américaine. Il y a une tension,
mais qui est forte, qui est permanente. Si vous parlez à des politiques du Dakota du Nord, ils vous diront toujours « Washington en fait trop, Washington en demande trop, c'est Washington qui décide de tout, nous on veut être maître chez nous ». Alors, jusqu'à jeudi après-midi dernier, je n'avais pas plus à vous dire. Mais il se trouve que jeudi après-midi, j'étais invité à Toulouse par les étudiants en Master 2 en droit européen et droit international qui organisaient une table ronde sur les conséquences politiques, économiques et sociales du grand marché transatlantique. Moi, j'étais là pour parler des conséquences sociales. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'ils avaient invité un diplomate américain. Alors je me suis dit, bon, il y avait donc trois moments avec des pauses café. Je me suis dit, est-ce que je pose la question devant tout le monde ou est-ce que j'attends la pause café? Et je pense que j'ai bien fait d'attendre la pause café parce que je ne pense pas que j'aurais eu la même réponse devant tout le monde. Ma question c'était, bon, je le sais, je pouvais le dire, il y a dans chacun des États, dans chacun des 50 États des États-Unis, des réglementations et des législations. Ils ont leur système, ils ont, si vous voulez, un gouvernement et un parlement. Hein, d'ailleurs, ils ont en modèle réduit la reproduction du Capitole. Ma question était, est-ce qu'ils vont devoir, comme c'est prévu dans le mandat européen, donc comme les Européens le demandent, que ça s'applique à tous les niveaux, hein, comme vous l'avez vu, national, régional et local. Et la réponse, c'est, ça dépendra de chacun des États. On va se faire. Voilà. Bien, chapitre suivant. Alors ça, c'est le gros chapitre sur les réglementations, c'est-à-dire les barrières non tarifaires. Et encore une fois, je répète ce que j'ai déjà dit, mais c'est tellement important, il ne s'agit pas simplement de trucs techniques, il s'agit de manière dont on a organisé au fil du temps, dans tous les domaines de notre vie en société, c'est ce qui fait société, notre vie en commun. Et donc, l'accord visera à éliminer les obstacles inutiles. Ah ben, je vous raconte un truc. À Toulouse, il y avait un fonctionnaire de la Commission européenne qui a trouvé le moyen de raconter que, en fait, il ne s'agissait que de quelques réglementations administratives qui n'intéressent pas les consommateurs. Donc, et il avait un raisonnement qui était intéressant. Il disait, ben, enfin, si on a des réglementations finalement fondamentalement différentes, mais pour avoir le même objectif. Mais pourquoi ne pas avoir la même si c'est pour avoir le même objectif? Ça, je veux bien, mais il faut que le même objectif soit assez précis. Parce que le gouvernement des États-Unis ne va pas dire qu'il est contre la santé des gens. Si le même objectif, c'est préserver la santé des gens, ça ne suffit pas, ça. Parce que je vais y revenir, justement à propos des réglementations, ça ne se passe pas de la même manière partout. Donc, si ça se limite à des règlements qui sont différents pour atteindre un même objectif très précis, on peut harmoniser. Et si ça enlève des entraves inutiles, vraiment administratives à l'activité économique, pourquoi pas? Mais ce n'est pas vraiment de cela dont il s'agit. Il faut atteindre un niveau ambitieux de compatibilité, donc avoir les mêmes, qui va se traduire par des techniques qu'on appelle l'harmonisation, la reconnaissance mutuelle, et une coopération entre les régulateurs. Les régulateurs, chez nous, c'est ceux que nous élisons. Qu'on change, ou qu'on ne change pas. À mon avis, qu'on ne change pas assez, mais ça c'est un avis personnel. Et chez eux, c'est ceux que les firmes privées ont fait élire. Alors, il y a 4 matières, 4 domaines dans les réglementations qui sont particulièrement visés. D'abord, ce qu'on appelle dans le jargon, et je crois que j'en avais dit un mot à propos des accords de l'OMC, les mesures sanitaires et phytosanitaires. Il y a donc un accord de l'OMC, il y a aussi un accord
pour le phytosanitaire, donc vétérinaire, entre les États-Unis et les USA, ils vont servir de base pour aller plus loin avec une exigence que les protections soient basées sur des preuves scientifiques. On sait qu'aux États-Unis, parce que les lobbies américains publient tout le temps des textes, et on sait ce qu'ils demandent à leur gouvernement de négocier avec l'Europe, c'est que tout ça, pour eux, c'est pas basé sur des vérités scientifiques. En fait, nous n'avons pas la même conception du risque. Pour nous, quelque chose n'est pas nocif si on a pu démontrer qu'il ne l'est pas. Pour eux, c'est tant qu'on n'a pas démontré qu'il l'est. Vous voyez la différence? Nous, on a le principe de précaution, donc si on a un doute, l'idée chez nous, c'est d'interdire tant qu'on n'a pas la preuve qu'il n'y a pas de danger. Chez eux, c'est l'inverse. Ça fait une sacrée différence. Ça, c'est pour tout ce qui est sanitaire, tout ce qui est santé et tout ce qui est santé des animaux, si je peux dire. Puis, il y a des réglementations techniques. Alors là, nous en avons des foules, eux aussi. Je ne retiens qu'un exemple. Vous savez que maintenant, quand on achète quelque chose, je ne sais pas, oui, ben ici, hein, vous avez, qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est petit, il y a du calcium, il y a du magnésium, du sodium, etc., etc. Et puis parfois nous avons un code, qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, c'est sans doute un produit chimique dangereux. Hein, on a ça déjà. Moi je suis de nature à penser que ce n'est pas suffisant, qu'il faudrait plus des codes, mais qu'on dise clairement ce que c'est, mais on a déjà ça. Et donc ça veut dire que nous avons des réglementations sur l'étiquetage. Ça c'est une réglementation technique. Et malheureusement, dans une note de la Commission européenne, qui devrait nous protéger, je lis pour ceux qui sont au fond de la salle, les exigences de marquage doivent être limitées à ce qui est l'essentiel et ce qui est le moins restrictif pour le commerce. Vendez, peu importe si c'est dangereux, si je caricature un peu. Hein? Alors, troisième matière, c'est la cohérence de la réglementation. Donc c'est arrivé à ce que les réglementations américaines et les réglementations européennes ne soient pas contradictoires. Ça, je n'ai pas grand-chose à dire. Par contre, la quatrième matière, c'est ce qu'ils appellent les dispositions sectorielles. Alors là, on va plus loin. On va plus loin parce qu'on précise les secteurs où on va vouloir réduire la réglementation au plus petit dénominateur commun, puisque c'est ça l'objectif d'un accord de libre-échange avec les barrières non tarifaires. Et on nous cite des secteurs. L'automobile. Alors là, je ne sais pas si je l'ai raconté la fois passée, mais je le répète pour ceux qui n'étaient pas là, si je l'ai raconté, eh bien, les normes de construction des automobiles en Europe et aux États-Unis ne sont pas du tout les mêmes. Alors, je ne veux pas dire que les constructeurs automobiles américains ne s'occupent pas de la survie de leurs clients. Mais bref, c'est le résultat de l'histoire, ça c'est le résultat de la manière dont on a tiré les leçons d'accidents, de problèmes. Bref, quand moi, je suis revenu du Cambodge avec une voiture que j'aimais bien parce qu'elle me permettait facilement de me déplacer à Mossette, dans la montagne, ben, j'ai pas pu la faire immatriculer. Parce que j'ai découvert, là, le service qui s'occupe de ça, j'oublie son nom, m'a dit... Les mines. Oui, c'est ça. M'a dit, mais votre voiture, il a été assemblé aux États-Unis. Elle n'a pas les normes européennes. Elle ne peut pas être immatriculée. Et je ne vous dis pas la difficulté que j'ai eue pour la vendre. Mais voilà. Voilà. Et donc, on va s'occuper des réglementations dans le secteur automobile, dans les produits chimiques. Et là, quand même, hein, quand on se rappelle, je ne sais pas si vous avez suivi ça, quand on se rappelle les pressions de l'industrie chimique européenne et américaine, quand on a débattu au Parlement européen d'une loi sur les produits chimiques toxiques, et qu'au départ, il y en avait 358, et puis qu'il en reste 74 à l'arrivée,
C'est vous dire, hein. Et pas seulement les produits chimiques, les produits pharmaceutiques. Et là aussi, on a déjà des problèmes chez nous avec des médicaments dont on découvre toujours trop tard qui sont nocifs. Qu'est-ce que c'est si on abaisse les réglementations? Et alors vous avez cette expression qui est très révélatrice de la pensée qui domine chez les gens qui ont écrit ça et chez les gouvernements qui l'ont accepté. Les industries de la santé. Parce que pour eux, la santé c'est une industrie. Enfin voilà, et vous avez tous les autres secteurs qui vont faire l'objet donc d'une harmonisation, d'une cohérence, mais surtout d'un nivellement par le bas des réglementations. Mais si on réfléchit un instant, d'abord pour les mesures sanitaires et phytosanitaires, on sait très bien que les États-Unis trouvent que notre opposition aux OGM, c'est pas fondé scientifiquement, notre opposition au bœuf traité aux hormones de croissance, c'est pas fondé scientifiquement, et sur ça, on a perdu à l'OMC, et on a payé des sommes colossales aux États-Unis. Que même l'amiante, c'est pas dangereux, que le poulet lavé au chlore, c'est excellent pour la santé, enfin bref, je pourrais continuer comme ça longtemps, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toutes ces réglementations sont ramenées au niveau le plus bas, ça veut dire que tous les choix de société qu'on a pu faire chacun dans nos pays, parce que c'est pas toujours la même chose non plus entre les différents pays, ben ça va complètement disparaître pour s'aligner sur les plus bas. Rappelez-vous, l'objectif d'un accord de libre-échange, c'est d'arriver aux barrières tarifaires et non tarifaires les plus basses. Et si possible, qu'il n'y en ait plus. Voilà les conséquences. Chapitre suivant, les droits de propriété intellectuelle. Mais je pense que j'en avais déjà parlé. Est-ce que je vous avais déjà parlé des problèmes de santé, des problèmes de biopiraterie? Je crois. Je crois que j'avais déjà expliqué que les brevets, c'est une nouveauté, parce que ce n'est pas les copyrights, c'est les brevets, que ça n'existait pas avant, puisque le partage des savoirs s'est fait par imitation pendant des siècles, et que c'est seulement depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale qu'on transforme le partage des savoirs en la marchandisation des savoirs. Avant, on les partageait, aujourd'hui on les vend avec cette conséquence, avec cette circonstance, que 95% des brevets appartiennent à des pays du Nord. Donc je ne m'étendrai pas, j'avais raconté, je pense que j'avais raconté l'histoire de l'Inde et du Cambodge, hein, l'Inde qui produit des génériques et le Cambodge qui peut combattre le paludisme, la tuberculose et le sida grâce aux génériques indiens, mais que l'Union européenne fait pression sur l'Inde pour qu'elle ne puisse plus exporter des médicaments génériques. Ben, c'est tout ça qu'on va retrouver dans la négociation. Alors, un petit arrêt, et ce n'est pas du folklore, hein, parce que le vin, en Europe, en tout cas dans la partie méditerranéenne de l'Europe, c'est notre civilisation. On fait du vin depuis entre 5 et 8 000 ans avant notre ère, s'il faut en juger par les dessins qu'on trouve dans les tombes des pharaons. Depuis 2005, les États-Unis font des pressions extraordinaires et ils ont une oreille complaisante de ces buveurs de bière que sont les gens de la Commission européenne, une oreille complaisante pour revoir nos règles de vinification, nos règles d'œnologie, tout ce qui fait nos méthodes d'enrichissement, mais aussi d'étiquetage, d'indication géographique. Vous savez qu'on vend du champagne aux États-Unis. On vend un breuvage qui s'appelle champagne. Alors que ça devrait être protégé. Eux qui sont si à cheval sur les droits de propriété intellectuelle pour nous piquer tout ce qu'on peut avoir de bien et vendre de la piquette sous des belles étiquettes, ça, ils font. Alors, je veux être complet. Déjà, Jaurès, il y a un peu plus de 100 ans, disait « Les pires adversaires des vignerons du Midi », et rappelez-vous qu'en 1905,
En 1905, il y a eu 300 000 manifestants à Perpignan, 500 000 à Narbonne. Et Jaurès disait, mais les pires adversaires des vignerons du Midi, ce sont les barons de l'alcool, ce sont les barons des spiritueux. Aujourd'hui, ces gens-là, Ricard & Co., ils ont été achetés, parce que dans ce qu'on appelle les pays du Nouveau Monde, c'est-à-dire les États-Unis, le Chili, l'Argentine, l'Afrique du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, il n'y a pas de limitation à la plantation. Il n'y a pas comme chez nous, la commissaire européenne qui en 2007 disait il faut abattre 400 000 hectares de vignobles, dont 200 000 en France. Il n'y a pas ça. Ils plantent autant qu'ils veulent et ils font ce qu'ils veulent, qu'ils appellent vin. Alors là aussi, puisque c'est mentionné le commerce du vin, s'il y a des vignerons ou des viticulteurs, moi j'aime mieux le mot vigneron, mais c'est comme on aime mieux le mot paysan plutôt que agriculteur, dans la salle, eh bien, il va falloir se remobiliser. Alors, s'il y a des gens qui sont particulièrement mobilisés sur la question du gaz de schiste, mais j'ai pas une bonne nouvelle. Parce qu'il y a un article sur l'énergie. Et ce qui est important, c'est ce que j'ai souligné. C'est qu'il va falloir garantir un accès libre et durable aux matières premières. À toutes les matières premières. Cet article veut dire que les pouvoirs publics vont perdre la maîtrise du sol et du sous-sol. Puisqu'il ne pourra pas y avoir d'obstacle pour les firmes privées. Vous vous rendez compte de ce que c'est monstrueux? Je continue. Nous savons, nous, parce que nous en sommes les victimes, qu'il y a eu une crise financière en 2008. Apparemment, eux, non. Parce qu'ils continuent. Et ils continuent, il y a un accord qui dit qu'il faudra continuer, prendre des dispositions pour l'entière libéralisation des mouvements de capitaux. Comme si ça ne suffisait pas, quoi. C'est exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire depuis la crise. Non, ils veulent continuer. Alors, la transparence, ben, vous avez un article sur la transparence comme à l'OMC. C'est-à-dire qu'il faut que tout ce qui existe soit connu. Mais tout ce qu'on a l'intention de créer comme législation ou réglementation, il faudra demander la permission à un organe supérieur. J'y arrive. J'y arrive. Parce que, comme disait l'autre, c'est à la fin que se trouvent les pires des choses. Et on est à la fin. Ça, c'est l'article 40, il y en a 46. Je dois encore vous en montrer 2. Voilà. Qu'est-ce que ça nous dit? On va créer une structure institutionnelle qui va faire 2 choses. S'assurer que l'accord est respecté. Donc, au-dessus des États-Unis, vous y croyez, vous? Au-dessus des États-Unis et de l'Europe, on va créer une structure qui va veiller au respect de l'accord, et 2, qui va continuer la négociation sur ce qui n'aura pas été fait l'objet d'un accord, sur ce qui n'aura pas abouti. Et donc, on va remplacer, à partir d'un moment, les gouvernements européens, la Commission européenne, et paraît-il le gouvernement des États-Unis, par une structure qui continuera de négocier, et dont déjà la Commission européenne nous dit qu'elle est très favorable à ce que cette structure puisse décider sans que ce qu'elle décidera après soit soumis à ratification. C'est un monstre, hein? Mais bon, moi je me dis, mais qui c'est qui va en faire partie? Qui c'est qui va la diriger? Qui c'est qui va la contrôler si elle est contrôlée? Quel sera son véritable pouvoir? Alors, je n'ai qu'une petite indication, en fait 2. Madame Clinton, qui n'est plus en charge de responsabilité pour le moment, mais qui est quand même très proche du président des États-Unis, a dit « Le grand marché transatlantique, c'est un OTAN économique. » Ah oui, qui c'est qui dirige l'OTAN? Deuxième indication, elle nous vient de Karel. Vous vous souvenez? Karel de Gucht, le négociateur. Eh bien, il était à Prague il y a 3 semaines et il a fait un discours en anglais. Il a fait un discours et il nous a parlé de cette structure institutionnelle. Il nous en a parlé dans des termes qui sont typiquement européens.
Quand vous lisez la littérature des institutions européennes, qu'elles viennent des gouvernements ou qu'elles viennent de la Commission, c'est du pareil au même. Soyez assurés d'une chose, ce qu'elle écrit, c'est le contraire de ce qu'elle va faire. Et M. de Gucht a été parfait, parce qu'il nous a annoncé que cette structure institutionnelle, qui va donc veiller à l'application de la dérégulation, elle va s'appeler Regulatory Council, un conseil pour la régulation. Voilà. Et l'autre perversité qui se trouve à la fin, mais vous l'avez déjà vu, mais ça c'est pour tout l'accord. Tout à l'heure c'était l'article 23 uniquement pour l'investissement. L'accord comprendra un mécanisme approprié de règlement des différends qui garantira que les parties respectent les règles convenues. J'ai déjà dit quelques mots, mais maintenant je vais être un tout petit peu plus précis sur ce mécanisme de règlement des différends, parce que nous savons très bien, par l'expérience de l'OMC et par l'expérience de l'ALENA, l'accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, nous savons très bien comment ça fonctionne. Et le modèle qui est proposé, ce n'est pas le modèle de l'OMC, c'est le modèle de l'ALENA. Parce qu'à l'OMC, c'est État contre État. À l'OMC, je vous l'ai expliqué l'autre fois, quand une firme privée veut se plaindre d'une loi dans un autre État, elle doit demander à son État de se faire l'avocat contre l'autre État. C'est le cas du Canada avec l'amiante, je vous l'avais raconté. Ici, c'est firme privée contre État, dans des groupes d'arbitrage qui pourront agir à tous les niveaux. Et je reviendrai dessus un tout petit peu plus tard. Alors je vais vous citer maintenant, parce que je veux être complet et honnête, des articles que je ne vous ai pas montrés, qui sont présentés par Madame Brick, qui apporte, comme je le disais hier, sa pierre à l'affaire, qui constituent des garanties. Il y a, et vous les avez là, les numéros. Ah, si vous allez là, vous allez voir, on va toucher à rien. On va respecter les législations nationales. En matière de normes sociales, en matière de normes environnementales, en matière de santé publique, rassurez-vous, dormez en paix, bonnes gens, on ne touchera à rien. Et souvent d'ailleurs, alors que dans les autres articles c'est l'accord prévoira, l'accord fera, là c'est l'accord devrait, l'accord pourrait, quand on parle des garanties. C'est pas la même chose. Vous connaissez la différence entre le futur simple et le conditionnel présent. Et en plus, c'est pas crédible. C'est pas crédible. Et je vais insister beaucoup parce qu'il ne faut pas tomber dans le piège de l'enfumage du gouvernement. Madame Brick, dans sa lettre à Attac, a répété que tout était protégé. Alors, allons-y sérieusement. Je ne vous ai pas montré l'entièreté de l'article 32 qui concerne la volonté de protéger les normes sociales et environnementales. Mais la dernière ligne de l'article 32 dit que pour régler le problème des normes sociales et environnementales, il y aura un mécanisme de règlement des différends. Donc ce sont les firmes privées qui s'en occuperont. Maintenant, réfléchissez un instant. Depuis à peu près 30 ans, qu'est-ce qui vient de l'Europe? La flex-sécurité, c'est-à-dire le démantèlement du droit du travail, le démantèlement des services publics, un abaissement des normes sociales. Quand je dis ça vient de l'Europe, ça vient des gouvernements réunis au Conseil des ministres européens qui décident de cela. Et vous savez qu'on n'a jamais eu d'Europe sociale. Comment pouvez-vous penser que la Commission européenne, qui exécute ce que les gouvernements lui ont demandé de faire depuis des années, va faire le contraire tout d'un coup? Alors que la Troïka demande à la Grèce, au Portugal et à l'Espagne de privatiser, d'allonger l'âge de la retraite, en fait, toutes mesures qui ne sont pas spécialement sociales, tout d'un coup,
parce qu'on est en face des États-Unis, à l'égard desquels on a plutôt l'habitude de se coucher, on deviendrait des défenseurs des normes sociales? Alors que nous avons signé les conventions internationales sociales de l'Organisation internationale du travail et que les États-Unis ne sont pas liés par ces conventions. Comment peut-on prendre au sérieux des garanties sur le respect des normes sociales? Et j'ai envie de dire plus. Il y a 4 arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne. 4 arrêts qui ne sont pas vieux. Ils ont tous moins de 10 ans. Ça s'appelle l'arrêt Laval, l'arrêt Viking, l'arrêt Ruffert, l'arrêt Commission contre Luxembourg. Dans les 4 cas, la Cour de justice, qui est quand même un organe incontournable, dont les décisions sont obligatoires et s'appliquent non seulement aux États, mais aux ressortissants des États, je cite les traités. Dans les 4 cas, la Cour a dit « le droit de la concurrence l'emporte sur le droit social ». Comment pouvez-vous, à un seul instant, penser qu'on va défendre en face des États-Unis ce qu'on ne défend pas chez nous en interne? On peut penser ce qu'on veut et ce n'est pas le sujet de ce qui se passe en Égypte. Mais depuis que Moubarak est parti, peut-être que c'est la seule bonne décision qui a été prise, mais le gouvernement égyptien, alors je ne sais pas si c'était les frères musulmans ou depuis, mais toujours est-il que le gouvernement égyptien a décidé d'imposer un salaire minimum garanti au personnel des entreprises étrangères qui travaillent en Égypte. Partant de l'idée qu'elles n'ont plus de moyens que les entreprises égyptiennes. L'Union européenne a déposé plainte contre l'Égypte à l'OMC. Comment pouvez-vous penser un seul instant qu'elle va défendre les normes sociales quand elle se comporte comme ça? Pareil pour les normes environnementales, même si nous avons signé Kyoto et Rio, comment pouvez-vous penser prendre au sérieux la Commission européenne et les gouvernements européens quand nous savons qu'il y a une procédure contre le Canada à l'OMC, procédure introduite par l'Union européenne, parce que dans une province du Canada, l'Ontario, eh bien, en Ontario, il y a une fiscalité qui est favorable pour les entreprises qui ne polluent pas. L'Union européenne trouve que c'est intolérable, que c'est une distorsion à la concurrence. Comment peut-on prendre au sérieux ces garanties alors que nous voyons, nous sommes les témoins tous les jours de pratiques qui vont dans le sens contraire? Et je ne parle même pas de l'UNESCO, parce que je vais y revenir. Ben oui, il faut quand même que je vous dise un mot de la culture, parce que quand Mme Brick est revenue de Bruxelles le 14 juin, elle a fait youpi, et Mme Filippetti en a remis une couche après. On a sauvé la culture, et on en a eu plein dans les journaux, même que Mediapart a corrigé le tir en disant dans l'accord sur le grand marché transatlantique, il n'y a pas que la culture, parce qu'on ne nous parlait plus que de ça. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le texte? Ah ben oui, un beau texte, dans le préambule de nouveau, hein, on va s'inspirer de la convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité culturelle. Il y a quand même un petit hic, c'est que les USA, ils n'ont pas signé la convention de l'UNESCO. On va forcer les USA à la signer? Qui c'est qui pourrait croire ça à un seul instant? S'ils ont décidé de ne pas la signer, c'est qu'ils ne veulent pas la signer. Alors qu'est-ce qu'elle a obtenu, la France? Ça. Les services audiovisuels ne sont pas couverts par ce chapitre. Vous avez remarqué? Vous avez vu le mot culture, là? Alors, prenez l'annuaire téléphonique de Paris. Regardez ministère de la Culture. Vous allez voir tous les départements avec les numéros de téléphone, les bibliothèques, les musées, les théâtres, les opéras, le patrimoine. Il n'y a d'ailleurs pas l'audiovisuel, ça dépend pas du ministère de la Culture. Mais tout ça va tomber sous le coup de l'accord. Les musées, etc., tout ce que je viens de vous dire. On n'a pas sauvé la culture de la compétition américaine. On a provisoirement, parce que il y a un mais dans tout ça. Monsieur Barroso n'était pas content qu'on ait ajouté l'article 21. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'il a dit? Les Français sont rétrogrades. Et qu'est-ce qu'il a obtenu? Un article 44
qui dit quoi? Ben, la Commission pourra toujours revenir pour remettre ce qu'elle n'a pas obtenu dans la négociation. Ce qui n'est pas dans son mandat, puisque le service audiovisuel ne sont pas dans son mandat, elle pourra toujours revenir devant le Conseil des ministres pour demander qu'on l'y mette. Donc, provisoirement, il n'y a pas les services audiovisuels, mais c'est tout. Alors, on arrive à la fin, rassurez-vous. Il m'arrive d'être plus long, hein. À Thonon-les-Bains, avant-hier soir, c'était 3 heures. Et tout le monde a tenu le coup. Il faut quand même que je vous dise tous les bienfaits du grand marché transatlantique, non? Si. Hein? On nous a dit, c'est bon pour la croissance et pour l'emploi. Hein, il faut quand même, pas exagérer. Alors, eh bien, nos décideurs ont confié un travail important à un centre d'études, le Center for Economic Policy Research, qui est un centre d'études tout à fait sérieux. Le drame, c'est comment on nous parle de l'étude. Et s'il y en a qui sont vraiment intéressés, prenez note du nom, allez sur le site du centre et vous aurez l'étude. C'est en anglais, hein? Et l'étude, elle est d'abord truffée de phrases appelant à se servir des résultats avec précaution. Des phrases qui indiquent les limites du travail. Qu'il ne faut pas prendre tout pour argent comptant. Que faire des projections sur l'abaissement des barrières tarifaires, non tarifaires, c'est plus difficile que de faire des projections sur la diminution des droits de douane. Donc, quel est l'impact de la suppression d'une loi ou d'un règlement sur l'usage de tels produits toxiques dans la couleur pour les peintures en bâtiment, par exemple. Ça, on ne vous l'a pas dit. Ni les ministres qui disent « mais c'est bon pour la croissance et pour l'emploi », et encore moins ceux qui nous intoxiquent matin, midi et soir sur les ondes et dans les écrans de télévision. Ils ne nous ont rien dit de ça. Des limites et des précautions, par honnêteté intellectuelle, que ce centre de recherche a écrit dans son étude. Et ce qu'on ne vous a pas dit non plus, c'est que les résultats, ça, je ne l'ai jamais lu, jamais entendu, sauf dans le rapport. Les résultats, c'est pour dans 14 ans. Les résultats, les avantages, les bienfaits, calculables, estimables, en étant prudent, c'est pour dans 14 ans. Alors, bon pour la croissance, ils estiment que ce sera 0,5 d'augmentation du PIB dans 14 ans. Bon pour l'emploi, ils estiment qu'on créera entre 400 et 500 000 emplois dans l'Union européenne dans 14 ans. Je rappelle que nous avons 26 500 000 chômeurs aujourd'hui. De qui se moque-t-on? Il y a une autre étude faite en Allemagne, et donc certains disent, puisque c'est allemand, c'est mieux. C'est la même chose. C'est à l'horizon, c'est à l'horizon 2029, c'est 16 ans. Et les chiffres, c'est au lieu de 500 000, c'est 800 000. C'est aussi dérisoire. Hein? Et il faut quand même réfléchir à la crédibilité de cette étude. Mais encore une fois, je n'attaque pas ce centre d'études. Il a dit qu'il fallait lire ça avec précaution. C'est l'instrumentalisation de l'étude par la Commission européenne, si vous l'avez sur son site. Elle va même jusqu'à dire que ça va faire 527 euros par jour, par an en plus pour chaque Européen. Et on ne sait pas du tout d'où vient le chiffre, hein, comment il a été calculé et tout. Alors, des prévisions pour dans 14 ans, alors qu'on a parfois du mal à en avoir des précises pour l'an prochain, quel est le sérieux de ça? Comment peut-on, je viens de le dire, évaluer l'impact du changement d'un règlement ou d'une loi? Et puis, et ça aussi, les auteurs de l'étude le disent, nous avons utilisé des modèles économiques, mais étant donné la difficulté d'évaluer l'impact d'un certain nombre de modifications, des barrières non tarifaires,
nous nous sommes surtout appuyés sur quoi? Des interviews de patrons. Enfin, on sait que les patrons savent que les grands avantages pour nous, enfin pour l'emploi et pour la croissance, c'est dans 14 ans. Par contre, pour eux, c'est tout de suite. Ça, le 2, là, c'est pas de moi. C'est la définition de l'investissement par le PDG d'American Express. La liberté d'investir ce qu'il veut, où il veut, comme il veut, et d'en retirer le profit qu'il veut. Et puis bon, ben voilà, ça ce sont les conséquences, les avantages pour le secteur privé, c'est tout de suite. Bon, ben on a presque fini. Alors je ne sais pas si ce que je lis sur certains visages, moi je vais vous dire qu'est-ce qu'on m'a dit parfois. T'exagères. C'est trop gros. C'est pas possible. Eh bien, on en a la preuve que c'est possible. On a un laboratoire vivant, réel, sur une période énorme, c'est l'ALENA. C'est l'ALENA. Parce que l'ALENA, ça existe depuis 19 ans. L'ALENA, ça a été signé il y a 19 ans et c'est en pratique depuis 19 ans. Et on a, et d'ailleurs, c'est l'intention du monde diplomatique, puisque on est ici réunis notamment par les amis du monde diplo, de publier bientôt un bilan de l'ALENA, puisque finalement, le grand marché transatlantique, c'est presque un copier-coller de l'ALENA. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà tirer comme leçon? Les salaires des salariés américains ont été tirés vers le bas, et des Canadiens, par les salaires mexicains. Comme nous le voyons en Europe depuis qu'on a fait l'élargissement. Ce sont les salaires des pays d'Europe centrale et orientale qui tirent vers le bas nos salaires ici. Il y a, pour les négociateurs qui négocient maintenant, il y a un autre problème. C'est que les États-Unis ne respectent pas les accords qu'ils signent. Dans le cadre de l'ALENA, ils ont continué à financer, à fournir des aides publiques à leurs champions industriels et agricoles. Et j'ai rajouté dans une parenthèse un exemple qui est tout récent, d'il y a d'une dizaine de jours. M. Obama, quand il a été élu président pour la première fois, il a négocié un accord de libre-échange avec la Corée du Sud. Il vient de le violer. Il aurait dû donner satisfaction à Samsung, et il a donné satisfaction à Apple, qui pourtant Apple ne paye même pas d'impôts aux États-Unis puisque son siège est dans un paradis fiscal. Mais enfin, ça je ne devrais pas dire parce que je vois déjà un Apple devant moi. Alors, autre chose, vous vous rappelez de des articles 22 et 23 sur l'investissement? Ben, c'est la même chose dans l'ALENA. Et si vous me direz, c'est pas possible qu'on puisse à travers un panel, un groupe d'arbitrage, donc ce qu'ils appellent un mécanisme de règlement des différends, modifier la constitution d'un pays, le Mexique nous en offre l'exemple. Le Mexique avait dans sa constitution un article qui protégeait les territoires premiers, les territoires des peuples qui étaient au Mexique avant que les Espagnols n'arrivent. Il y a un investisseur américain qui voulait investir dans ces territoires-là. Confronté à l'obstacle de la Constitution du Mexique, il a demandé à l'ALENA, dans le cadre de l'ALENA, la constitution d'un groupe d'arbitrage, et le Mexique a eu le choix, payer des indemnités, une nouvelle fois colossales, ou changer sa constitution. Il a changé sa constitution. Rappelez-vous ce que je vous disais à propos de l'agriculture. Avant, il y a 20 ans, le Mexique était exportateur net de produits agricoles et notamment de maïs, puisque le maïs est au Mexique et dans beaucoup de pays d'Amérique latine ce que le riz est en Asie. Aujourd'hui, il est importateur net de produits agricoles. Des centaines de milliers de paysans mexicains ont perdu de quoi gagner leur vie, et on assiste à des phénomènes de désertification. C'est exactement ce que nous prédit Jacques Berthelot si on signe l'abaissement des barrières douanières dans le domaine agricole.
Et puis, alors là, je cite deux exemples de cas en cours devant un panel, un groupe d'arbitrage de l'ALENA. C'est une firme américaine qui poursuit le Canada parce que le Québec a interdit l'extraction du gaz de schiste, et c'est un laboratoire américain qui poursuit le Canada, qui conteste un brevet sur un médicament. Mais, parce que, bon, j'étudie ça, et puis je fais des recherches, et puis je prépare un article pour faire le bilan de l'ALENA. En 19 ans, le Canada a été attaqué 30 fois par des firmes privées américaines. Il a perdu 30 fois. Le Mexique a été attaqué 5 fois, il a perdu 5 fois. Actuellement, 9 firmes américaines poursuivent le Canada et réclament tout ensemble 2,5 milliards de dollars. Le Canada et le Mexique ont perdu toutes les plaintes déposées par les firmes américaines. Aucune des 22 plaintes déposées par des firmes mexicaines ou canadiennes contre les États-Unis n'ont abouti positivement pour ces firmes. Voilà. Ils appellent ça la justice. Il faut savoir à quoi s'en tenir. Hein. Voilà, j'ai pratiquement terminé. Vous me poserez peut-être la question, mais comment est-il possible que le gouvernement ait accepté de mettre la main là-dedans? Alors, ben nous, on a trouvé une note de Madame Revel. Madame Revel, c'est la principale conseillère de Madame Brick, qui préparait la réunion du 14 juin. Et dans cette note, elle dit ceci: il faut prendre acte et tirer parti de la tendance de la délégation de la règle au privé. Avant même d'aller à Bruxelles, pas la moindre volonté de résister à ça. On prend parti, on prend acte, on accepte. C'est l'idéologie qui domine dans ce gouvernement. C'est pas plus compliqué que ça. C'est peut-être pas ce qui avait été promis, mais c'est ce qui est. Alors, juste avant de conclure, je voudrais donner la parole à quelqu'un qui avait vu juste et qui l'a payé de sa vie. Il y a déjà de cela longtemps. Salvador Allende, devant l'Assemblée générale des Nations Unies en 1972, disait « Nous faisons face à un conflit frontal entre des entreprises transnationales et les États. Ceux-ci sont court-circuités dans leurs décisions fondamentales, politiques, économiques et militaires, par des organisations globales qui ne dépendent d'aucun État et dont les activités ne sont contrôlées par aucun Parlement, ni aucune institution représentative de l'intérêt collectif. » Vous savez ce qui s'est passé dès que Pinochet est arrivé au pouvoir? Le Chili fut le laboratoire de ceux qui veulent ça. De ceux qui veulent ça. Et d'ailleurs, une grande partie de l'Amérique latine, pendant 20 ans, a subi ça. Mais l'Amérique latine a su se réveiller. Ils ont fait leur révolution citoyenne. On pourrait peut-être s'économiser 20 ans. Et en tout cas, si par malheur, ce traité devait devenir la réalité, alors je n'hésite pas à dire qu'un cycle historique se terminerait. Un cycle historique qui a commencé en 1789, quand nos grands aînés ont arraché ce principe « tous les pouvoirs émanent du peuple », puisqu'avant, vous savez qu'il les émanait de Dieu ou du roi. Parce que si ce grand marché transatlantique, dans les termes du mandat que je viens de vous décrire, devient la réalité, alors ce sera « tous les pouvoirs émanent des firmes privées ». Je vous remercie de votre attention.